Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Cette déclaration du président de la République que vous venez d'entendre sera retransmise ce soir avant les journaux télévisés, à 19h45 sur la première chaîne, à 20h sur la seconde chaîne et vers 22h sur la troisième chaîne. Nous voici donc à la veille du second tour. On votera demain dans 429 circonscriptions en ballottage et bien souvent, la victoire dépendra de quelques centaines de voix. Je dis 429 circonscriptions car il y en a 430, mais on votera plus tard en Polynésie. Joseph Pauly, il est bon de rappeler, je crois, les modalités du scrutin de demain. Eh bien, pour l'ensemble du pays, les bureaux de vote ouvriront à 8 heures du matin. Des exceptions, dans l'Isère, l'ouverture sera à 7 heures, dans quelques communes du Gard et du Nord à 7 heures également, 7 heures également pour les électeurs de Guingamp. C'est demain, en effet, que l'équipe Cendrillon de la Coupe de France joue un huitième de finale à Rennes contre Rouen et les supporters de Guingamp pourront voter avant d'aller soutenir leur champion. Clôture du scrutin à 18 heures en général. Dans certaines villes de province, cette clôture aura lieu à 19 heures. Pour Paris et la région parisienne, la clôture est à 20 heures, à l'exception de la Seine-et-Marne. Un conseil tout de même, vérifiez sur les panneaux électoraux les horaires des votes. Vous devez voter avec votre carte d'électeur à la main, mais si vous l'avez reçue, si vous ne l'avez pas reçue, pardon, ou si vous l'avez égarée, eh bien un document prouvant votre identité et comportant par conséquent une photographie vous suffit. Bien, ce soir, dans notre journal, nous ferons le point sur les candidatures et sur les tout derniers retraits. Demain, bien entendu, le même dispositif que la semaine dernière fonctionnera afin de vous informer les tout premiers des résultats. Comment cela va-t-il se passer? Eh bien, la soirée de dimanche, je devrais dire la nuit de dimanche à lundi, sera sensiblement différente de celle que vous avez vécue avec nous pour le premier tour. À 18h30, un flash de la Sofres pour une estimation portant sur la participation des électeurs. À 20h, très précise, notre estimation Sofres au RTF. Dimanche dernier, elle portait sur les voix obtenues par les partis. Demain, elle portera sur les sièges obtenus par ces partis. Nous la donnerons sous forme de fourchette dont les dents seront très rapprochées. Nous avons, comme pour le premier tour, choisi 10 circonscriptions intéressantes. Dès 20 heures, nous serons en mesure, toujours avec la Sofres, de vous donner les résultats définitifs, sauf bien entendu pour celles situées dans une région où l'on vote à 20 heures. Nous serons ensuite en mesure de vous donner très rapidement les noms des élus ou des réélus. À partir de 20h45, toutes les grandes vedettes de la politique seront sur notre plateau pour commenter les résultats. Et à partir de 22h30, des personnalités politiques participeront à une conférence de presse non-stop, ininterrompue, jusqu'à minuit, en présence de nombreux journalistes. Après minuit, nous renouvellerons notre opération circonscription à la demande, qui a eu beaucoup de succès au premier tour. Le lendemain matin, comme lundi dernier, un journal spécial de 7 heures du matin à 9 heures. Et puis, il y aura des pauses musicales, bien entendu, tout au cours de la soirée, avec les vedettes que vous aimez. C'est d'une chose terrible qu'il faut maintenant parler. 9 enfants d'une même famille et qui avaient de 5 à 16 ans sont morts la nuit dernière dans l'incendie de leur maison. Cela s'est passé à Neuménil, près de Maubeuge. 2 enfants seulement de cette famille nombreuse, les aînés, dont 4 enfants, 2 aînés et 2 plus petits, ont pu échapper à l'incendie, ainsi que les parents. Le père est brûlé, ainsi qu'une jeune fille. On ignore pour l'instant les causes de ce drame. Nos camarades de Lille se sont rendus sur place et je pense que ce soir, peut-être à la fin de ce journal, nous pourrons vous donner plus de détails sur ce drame atroce. La rencontre monétaire de Paris hier entre les grandes puissances occidentales n'a pas permis de trouver une solution immédiate à la crise monétaire. Les marchés d'échange européens et japonais resteront fermés la semaine prochaine. On pense toutefois que les réunions prévues permettront leur réouverture le 19 mars. Le seul fait nouveau est que les Américains seraient d'accord pour participer à la défense de leur dollar. Demain, à Bruxelles, les 9 du marché commun vont s'efforcer une nouvelle fois de définir une position commune du marché commun. Vendredi, les 10 se retrouveront de nouveau à Paris. Trafic aérien toujours fort réduit en France. Il devrait tout de même y avoir 149 mouvements environ aujourd'hui à Orly, c'est-à-dire 10 fois moins que d'habitude. Voyons comment se présente la situation avec Alain Lemaître qui se trouvait ce matin à Orly. À Orly, autant dire qu'il règne une atmosphère tout à fait inhabituelle. Le hall est encombré de bagages et de passagers qui espèrent embarquer dans les prochaines heures.
Aussi, les compagnies américaines qui assurent un maximum de vols sont littéralement prises d'assaut par des passagers qui attendent parfois depuis plusieurs jours de pouvoir rejoindre leur pays. Air France, pour sa part, assure aujourd'hui un vol au départ d'Orly à destination de Pointe-à-Pitre, mais je vous le dis tout de suite, ce vol est complet, l'appareil est complet, mais Air France assure également un certain nombre d'autres vols au départ de Bruxelles. Pour ce faire, Air France a mis à la disposition des passagers un certain nombre de cars qui, de Orly, les emmènent à Bruxelles. Sur 600 mouvements prévus habituellement chaque jour, en fait 127 étaient établis ce matin, mais certains ont été retardés ou purement et simplement annulés. Mais ce qui frappe également, c'est une certaine mode d'humeur qui règne ici dans l'aéroport, et puis le calme qui est offert par les hôtesses. Chacun, de son côté, essaie le plus possible, de part et d'autre, et même contient sa déception de ne pouvoir aller plus vite. De toute façon, quelle que soit votre destination, quelle que soit la compagnie que vous empruntez, quel que soit même le billet que vous ayez, je vous donne un conseil. Avant de vous déranger, peut-être inutilement, jusqu'à ici, Orly, je vous conseille de téléphoner au renseignement. Ici, Orly, à vous Jean-François Robinet. Oui, il faut préciser que 9 compagnies étrangères ont repris leur vol vers la France, parmi eux des compagnies américaines, soviétiques, d'Afrique du Nord. Les compagnies anglaises ont également repris leur vol après la décision des pilotes satisfaits du contrôle et des contrôles aériens effectués en France. En revanche, la compagnie hollandaise KLM a de nouveau interrompu ses vols à la suite de la plainte d'un pilote. Sur le plan syndical, le syndicat CFTC des contrôleurs en grève a annoncé la poursuite du mouvement jusqu'à mardi 7 heures. Les autres syndicats, CGT, CFDT et Force ouvrière, souhaitent de leur côté la levée immédiate du dispositif militaire et le retour au personnel civil du contrôle de la circulation aérienne. D'autre part, l'enquête se poursuit sur l'accident survenu entre un DC-9 et un Coronado espagnol. Aujourd'hui, les techniciens espagnols devraient entendre au centre de contrôle d'Orly l'enregistrement des conversations qui ont eu lieu par radio entre le pilote du Coronado et les contrôleurs militaires. 3 ou 4 explosions, on ne sait pas exactement, se sont produites hier soir à Lisbonne. Les 2 premières explosions dans des bâtiments de l'armée ont fait 2 morts et 7 blessés. Les autres attentats étaient aussi dirigés contre des installations militaires. On ignore quelle organisation est responsable. Ce ne sont pas les premières, les précédentes ayant été attribuées à des organisations d'extrême gauche. Quant aux explosions de Londres, elles ne sont pas revendiquées par les dirigeants de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise provisoire. Il est possible que les attentats aient été organisés par des éléments dissidents. Sur place, en Irlande, en tout cas, on connaît maintenant les résultats définitifs du référendum qui était organisé jeudi. La question posée, voulez-vous que l'Irlande du Nord demeure dans le Royaume-Uni ? 592 000 voix pour, 6 500 voix contre. Comme l'écrit le Times ce matin, ce résultat ne fait que souligner que le boycottage du référendum par la communauté catholique a été très efficace. Cependant, ce résultat peut être considéré comme une victoire pour le gouvernement britannique qui craignait qu'à ce boycottage s'ajoute l'indifférence de l'électorat irlandais. Le pourcentage de participation, 61%, est tout de même le signe que les loyalistes, comme on les appelle, c'est-à-dire les protestants, ont fait confiance au gouvernement de Londres qui a organisé ce référendum. Rien n'a été solutionné, l'antagonisme entre loyalistes et républicains demeure toujours aussi vivace. Pour les protestants, les voilà rassurés. Le gouvernement britannique ne bradera pas l'Ulster contre leur volonté. Pour les catholiques, ce référendum prouve, si besoin en était, l'impossibilité pour une minorité de s'exprimer politiquement. Pour avoir une quelconque signification, ce référendum, disent-ils, aurait dû englober aussi l'Irlande du Sud. Fort de ce résultat, qui a l'avantage de calmer pour un temps certains extrémistes protestants, le gouvernement britannique a désormais les mains libres pour imposer une solution à une majorité qui s'est déclarée sans équivoque possible britannique. En bref, 3 informations de l'étranger. Au Maroc, toutes les terres appartenant à des personnes étrangères ont été nationalisées. Des indemnités seront versées, dont le montant sera fixé ultérieurement. Cela concerne 250 000 hectares, dont une partie importante appartenait à des Français. Des relations diplomatiques entre Madrid et Pékin seront prochainement établies, c'est ce qu'annonce un journal espagnol proche du régime. Enfin, la Chine populaire a décidé de libérer 3 Américains, 2 pilotes et un agent de la CIA qui étaient détenus depuis 1952.
Les vedettes de ce week-end sportif seront Poulidor, Merckx, les basketteurs de Berck et en football, les Bretons de Guingamp qui vont rencontrer Rouen et attireront une foule de 25 000 spectateurs à Rennes. Autant, Pierre Cangioni, qu'il y en avait hier soir au Parc des Princes. Et c'est celui-là qui est curieux et qu'il faut signaler, c'est que deux équipes professionnelles évoluant dans la capitale pour une rencontre de Coupe de France n'arrivent pas à faire le nombre de spectateurs que fait une équipe amateur à Rennes, parce qu'il faut dire qu'à Rennes, que tout est complet et que certains candidats spectateurs s'adressent aux gens qui possèdent des fenêtres donnant sur le stade. Vous voyez où nous en sommes. Mais nous allons revenir au Parc des Princes pour voir cette rencontre de huitième de finale qui se déroulait hier soir entre l'équipe du Paris FC et l'équipe de Nantes qui est leader du championnat actuellement. Il y avait beaucoup de monde au Parc des Princes, vous allez le voir dans quelques instants. Et parmi les spectateurs, beaucoup de Bretons qui étaient venus encourager l'équipe nantaise qui joue en maillot clair. 5e minute, le Nantais Marcos ouvre le score sur passe de Kouékou. Ce sera une avalanche de buts. 27e minute, c'est Rampillon qui, lancé par Marcos dans quelques instants, va inscrire le deuxième but. Nantes 2, Paris 0. 34e minute, sur un coup franc, le Nantais Osman Fauche-Prost. Le pénalty qui s'impose va être transformé par l'avant-centre Spiegler. Nantes 2, Paris 1. 45e minute, un centre de Marcos. Blanchet rate la reprise, mais Didier Kouékou parvient à batricher le gardien parisien. Nantes 3, Paris 1, c'est le score à la mi-temps, mais ce n'est pas terminé. 51e minute, le Parisien Eo commet une faute sur Marcos. Monsieur Eliès siffle le pénalty. Didier Kouékou marque à cette occasion le 4e but nantais. 73e minute, Djorkaeff, monté en position d'attaquant, tire 2 fois pour inscrire le deuxième but parisien, Nantes 4, Paris 2. Les spectateurs quittent déjà le stade, alors que Spiegler va rater un pénalty qui aurait augmenté le capital de but du Paris FC avant le match retour. Il y avait aussi une rencontre de championnat, c'était une rencontre qui s'était déroulée à Rennes, il fut un certain temps, le jour exactement de la grève des footballeurs. Cette rencontre avait été annulée, elle était rejouée hier soir au stade de la Route de l'Orient à Rennes, où le leader Nice allait affronter Rennes pour une deuxième édition de cette rencontre. Et vous allez voir que cette édition a été exactement la même, du moins la copie conforme de la première, puisque les Rennais ont à nouveau battu les leaders. Les Niçois avaient une chance de distancer les Nantais qui sont co-leaders du championnat avec eux. Mais le stade de Rennes devait confirmer le premier résultat du match. À la 51e minute, un centre de Garcia, Fantamedi Keita expédie la balle sous la transversale. Vous avez vu, Baratelli a été bousculé par le Malien et n'a pu se saisir de la balle. Le même but sous un autre angle. Bien, très vite, quels sont les autres événements sportifs de ce week-end? Tout d'abord, l'épreuve de Paris-Nice cycliste qui débute demain par une épreuve contre la montre qui se dispute à Ponthierry sur 4 km 700. Vous l'avez dit, tous les cracks du cyclisme sont là. À Rotterdam, à suivre les championnats d'Europe d'athlétisme en salle avec les Français Dru et Téliez. Et puis un résultat de dernière heure, c'est le Français, le boxeur gallois, qui était le récent vainqueur de Marcel Cerdan, qui a été battu à Papette par arrêt de l'arbitre au 5e round. Bien, notre partie magazine, maintenant, Art, Lettres et Spectacles, va nous dépayser aujourd'hui avec la chaude ambiance des carnavals. Le plus ancien carnaval en Europe est celui de Binche, en Belgique, avec les célèbres Gilles. Il est 4 heures du matin. Les premiers Gilles du carnaval de Binche sont déjà dans la rue. Ceux-ci s'habillent encore, ou plus exactement, sont habillés. Il faut une demi-heure au moins pour habiller un Gilles. C'est un rituel, presque un cérémonial. Ça va comme ça, hein? Bon, Et pour être Gilles, il faut être Binchois. Binchois, croyante au carnaval. Car vous allez voir,
Ce n'est pas une petite affaire. Il est 4h30 du matin. Une première compagnie se forme, suivie des tambours. Renfort, embrassade, accolade, la joie des combattants. Étrange soldat. Il est 4h30 à peu près. On va de maison en maison pour boire. Exclusivement du champagne. Le capitaine rejoint sa compagnie. Il est à peu près 5 heures. Les premiers Binchois se joignent au Gilles et marchent du même pas. Cela durera plus de 12 heures. Le plus sérieusement du monde, avec arrêt champagne. Il est consommé entre 4 heures du matin et 8 heures du matin une quantité incroyable de champagne. Le jour n'est pas encore levé. De compagnie en compagnie, les bataillons se forment. Le jour se lève, les enfants sortent. Ce ne sont pas des Gilles. Petits Pierrots lunaires qui vont sur la grande place voir leurs frères les Gilles. Dans une farandole qui ne s'arrêtera pas. Et c'est comme cela dans tous les quartiers. Premier bataillon de Gilles. Les effectifs sont déjà importants. Ils se dirigent vers le cœur de la ville. La ville qui se protège, car tout à l'heure, il y a déjà comme une espèce d'atmosphère, disons d'émeute. Mais avant le combat, il faut se restaurer. C'est le troisième rituel, les huîtres. Et dans toutes les rues, sous tous les regards, la marche reprend. Obsédant, rythmé, presque grave.
Les Gilles ont entre, disons, 18 mois et 90 ans. Et toute la ville est au même rythme. Une ville, disons, de 15 000 habitants. C'est carnaval. Étrange carnaval. Assez ça va. Dernier cérémonial avant la bataille, la mise du chapeau. Ce chapeau retrace toute l'histoire des Gilles, une histoire qui remonte au XVIe siècle. Ce sont des chapeaux de plumes qui évoquent les Incas, pour la raison que la première fête de Binche a eu lieu en l'honneur de Charles Quint et rappelle la prise du Pérou par les Espagnols. Binchois Inca, mais Binchois soldats. La ville les guerre. Et eux arrivent avec leurs munitions, des oranges. On dégoupille la grenade, enfin on mord dans l'orange. Et tac! Il y aura des oranges écrasées partout, dans un délire de joie. Chacun s'en mêlera. Mais pour les Binchois, qu'est-ce que c'est que carnaval? C'est le plus beau moment de l'année. Pour un Binchois, c'est le plus beau jour. C'est pas en avoir un deuxième comme ça. Notre journal à 19h45 commencera, je vous le rappelle, sera précédé de la déclaration de M. Georges Pompidou, le président de la République, que vous avez pu entendre tout à l'heure à 13h. Je vous souhaite un bon après-midi.